revenons sur les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Un temps fort marqué par des sujets majeurs, industrie, sécurité, énergie, santé, climat et politique internationale, avec des échanges directs entre députés et membres du gouvernement. Si ce travail vous est utile, abonnez-vous à Hémicycle, likez la vidéo et partagez-la. Bonjour, la séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs mes chers collègues, avant de commencer notre séance des questions au gouvernement, je souhaiterais que nous ayons ensemble une pensée pour notre compatriote, le journaliste Christophe Glaise. C'était hier son 37e anniversaire, un anniversaire qu'il a passé en détention sur le territoire algérien. Nous regrettons vivement sa condamnation qui porte atteinte à la liberté d'informer et appelons à sa libération immédiate. À la famille de Christophe Glaise que nous avons reçue le 21 janvier dernier avec le président de la Commission des Affaires étrangères, M. Bruno Fuchs, et le président du groupe d'amitié France-Algérie, Laurent Lardy, nous avons redit tout notre soutien et la mobilisation sans faille de la représentation nationale pour sa libération. La France ne transigera jamais, ni avec la liberté de la presse, ni avec la protection de ses ressortissants. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame Marie Récal du groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, mercredi dernier, nous avons appris par voie de presse la vente de l'entreprise LMB Aerospace au groupe américain Loar Group. Vous avez tenté de nous rassurer à plusieurs reprises en indiquant que cette cession ne constitue pas une menace critique pour notre souveraineté et que cette vente a fait l'objet d'un contrôle strict par le gouvernement. Vous nous assurez que tout va bien parce que l'APE a acquis une action de préférence au sein de l'entreprise. Nous doutons, Monsieur le ministre, que cette garantie soit suffisante. Cette vente aurait pu être protégée davantage, notamment par la présence de BPI-France au capital, comme certains le recommandaient. Le groupe socialiste et apparenté s'inquiète qu'aucun investisseur européen n'ait manifesté sa volonté de rachat. Nous assistons trop souvent, avec impuissance, au départ de pépites stratégiques de notre industrie, notamment dans le domaine de la défense et du spatial, faute d'investissements français et européens. Et que dire des risques d'itarisation incontestables? Le signal n'est pas bon, Monsieur le ministre. Mark Rutte, secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, a-t-il raison de dire devant les parlementaires européens que l'Europe sera toujours impuissante sans les États-Unis? À l'instar des propos tenus ces derniers jours par Mario Draghi, allons-nous enfin passer au-delà du rêve d'une Europe puissance autonome? Allons-nous enfin nous mettre en ordre de marche ou allons-nous rentrer dans le rang? Si les ambitions impérialistes sur le Groenland semblent s'être temporairement apaisées, l'alerte était claire. Tirons-en les conséquences et agissons sans délai. L'enjeu n'est plus seulement de résister, mais de construire une Europe forte, unie et souveraine. Dans ce moment de redéfinition du monde tel que nous le connaissions, car l'urgence est bien là, quelle stratégie de souveraineté le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour permettre d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise pas? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Récal. Merci pour votre question qui me permet de rappeler les conditions extrêmement strictes qui ont été imposées par l'État à l'acheteur de l'entreprise LMB que vous mentionnez. Je rappelle que cette entreprise, après avoir été belge, américaine puis française, deviendrait à nouveau américaine dans le cadre de cette transaction. Une action préférentielle, effectivement, et je me permets de corriger votre question, une action préférentielle donne plus de pouvoir à celui qui la détient, sans aucun sou déboursé, par rapport à une participation forcément minoritaire de la Banque publique d'investissement. On aura un droit de regard sur toutes les évolutions stratégiques de l'entreprise. Mais on a aussi, évidemment, été plus loin
Empreinte industrielle préservée, les 70 salariés continueront à produire des ventilateurs en Corrèze et continueront à partir de Corrèze à exporter partout dans le monde entier. Et évidemment, les carnets de commandes auprès de l'industrie de défense, même s'ils datent un peu, il faut le reconnaître, continueront à être honorés de manière à ce que les avions ou les navires qui ont des ventilateurs LMB à bord puissent être évidemment entretenus. Votre question, elle va au-delà de ça. Et je pense qu'elle est importante. On n'a effectivement pas trouvé ni repreneur français ni repreneur européen pour cette entreprise. Et sincèrement, je le regrette. Et je pense qu'on doit renforcer la capacité des investisseurs français et européens à investir dans les entreprises françaises et européennes, et notamment dans le secteur de la défense. Il faut faire l'union des marchés des capitaux. Il faut se poser la question des vrais investisseurs publics de long terme qui manquent cruellement en Europe. Ça, c'est des vraies questions qu'il va falloir se poser, y compris d'ailleurs, sans le doute, des échéances électorales à venir. Ces questions sont bien plus pertinentes que d'autres que j'ai entendues ici ou là, qui visent à nationaliser un producteur de ventilateurs en Corrèze, qui marche très bien sans l'État et qui, j'en suis convaincu, va continuer à le faire. Merci Madame la députée. Merci beaucoup Monsieur le ministre. La parole est à présent Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Transports, le 14 janvier, le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine a convié à Matignon les élus normands et franciliens afin de nous parler du projet de la ligne ferroviaire nouvelle Paris-Normandie. Je m'y suis rendu pour entendre ce que l'État allait faire pour débloquer un projet d'intérêt général et national évidemment, et fortement attendu. Attendu par des milliers de Normands et de Franciliens qui se désespèrent de passer plus de temps pour faire Le Havre-Paris au XXIe siècle qu'au XXe siècle. Attendu aussi par les acteurs du port du Havre, principale place portuaire et industrielle du pays. La ligne actuelle est calamiteuse et sa fiabilité horaire incertaine, malgré l'engagement exemplaire des cheminots, et vous comptez encore augmenter les tarifs en plus. Avec Emmanuel Macron et son Premier ministre de l'époque, et les autres après, et leurs effets d'annonce et de développement ferroviaire, nous attendions à ce que ce projet mis sur les rails en 2009, passe enfin le turbo. C'est raté, les freins s'accumulent. Pourtant, l'État ne dit rien d'autre que, je cite, la nécessité de refonder le projet sur des bases pragmatiques, avant de relancer un cycle de dialogue territorial. Nous, au Havre, on comprend, cause toujours, c'est un retour à la case départ. Et 15 ans après le lancement d'un projet annoncé pour 2030, toujours pas de perspective pour les usagers. Aux familles, aux étudiants, aux travailleurs, aux entreprises qui ont besoin de relier Le Havre à Paris, que leur dites-vous? Prenez votre voiture. Après tout, ça va plus vite maintenant. C'est toute la vallée de la Seine qui a besoin de ce projet. L'État a-t-il abandonné son engagement pour la Normandie et son économie? Nous avons pourtant toujours, nous Normands, mis en avant l'intérêt national. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Non. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lecoq, alors j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises et sans ambiguïté devant la représentation nationale, la ligne nouvelle Paris-Normandie demeure plus que jamais un projet d'intérêt national majeur. C'est d'ailleurs ce que je vous ai dit lors de ma visite au Havre le 3 juillet. Vous le savez, objectivement, les choses ont avancé dans le bon sens, tant en termes de méthode que de gouvernance. Lorsque j'ai pris mes fonctions, le projet était à l'arrêt, les régions concernées ne se parlaient même plus. Sous l'impulsion du Premier ministre, qui suit particulièrement ce dossier, comme tous les autres d'ailleurs, du gouvernement et du délégué interministériel, LNPN avance. Esprit d'ouverture, écoute et transparence de l'information. Voici les fondations du nouveau départ du projet pour garantir sa concrétisation au bénéfice des Normands comme des Franciliens. J'ai présidé le comité de pilotage le 9 janvier dernier. Le préfet Castel a également tenu, comme vous l'avez rappelé, à ma demande et pour la deuxième fois une réunion dédiée aux parlementaires concernés pour mieux les associer. Je suis donc quelque peu surpris de votre question, sachant que cela n'avait jamais été fait auparavant. Je tiens donc à le réaffirmer aujourd'hui, ce temps de refondation était nécessaire car il a permis de répondre aux grands enjeux et besoins. L'objectif arrêté est validé par tous les acteurs et cofinanceurs du projet, est bien celui d'une enquête publique en 29 et d'une DUP dans la foulée, comme évoqué et validé par tous lors du dernier comité de pilotage. Monsieur le député, comme vos collègues mobilisés par la réussite du projet, je ne peux que vous inviter à mettre vraiment
toute votre énergie au soutien de cette dynamique déjà engagée et sans polémiquer, comme le font notamment les élus de Vernon et du Havre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Agnès Pannier-Runacher pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Santé. Il y a 10 jours, avec mes collègues Yannick Neuder du groupe Droite Républicaine et Guillaume Garot du groupe Socialiste, ainsi qu'une trentaine de députés de différents groupes politiques que je veux ici remercier, nous avons publié une tribune pour appeler à réduire l'alimentation ultra-transformée. Les données scientifiques sont sans appel. Selon la revue scientifique de référence The Lancet, l'alimentation ultra-transformée contribue directement à l'explosion de l'obésité, du diabète, de maladies cardiovasculaires, mais aussi de dépression et de nombreuses pathologies chroniques responsables de décès prématurés. En France, ces produits représentent déjà près de 35% des calories consommées. Il coûterait, selon un rapport du Sénat, à minima 11 milliards d'euros par an à l'assurance maladie. C'est la moitié du déficit de la sécurité sociale. La situation est particulièrement alarmante pour nos enfants. L'obésité infantile progresse, le diabète de type 2 apparaît désormais chez des adolescents, du jamais vu, avec des conséquences irréversibles sur toute leur vie. C'est aussi une question de justice sociale. Agir, ce n'est pas culpabiliser, c'est protéger. Protéger en encadrant les promotions et la publicité, en éduquant les enfants à l'alimentation, en donnant une information loyale et transparente aux consommateurs, par exemple via le Nutri-Score. Cette bataille est aussi celle pour nos agriculteurs, car la qualité a un coût, mais elle crée du revenu pour nos agriculteurs, des emplois et résonne profondément avec notre identité culturelle. Madame la ministre, la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat ne peut plus attendre. Mes questions sont très simples. Quand le gouvernement présentera-t-il cette stratégie attendue depuis des mois avec un cap clair de réduction de la consommation de produits ultra-transformés ? Allez-vous soutenir la proposition de loi de ma collègue Olivia Grégoire visant à instaurer une éducation à l'alimentation à l'école ? Soutiendrez-vous une proposition de loi qui définisse, sur la base d'un consensus scientifique, ce qu'est l'alimentation ultra-transformée ? Et enfin, êtes-vous prêt à porter ce sujet auprès de la Commission européenne ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Stéphanie Ries, ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre Agnès Pannier-Runacher. Vous avez raison, l'alimentation est un enjeu central de prévention en santé, de justice sociale et de souveraineté alimentaire. Les constats sont clairs. En France, près d'un adulte sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité, avec des inégalités sociales et territoriales marquées. La progression de l'obésité infantile et l'apparition précoce de pathologies chroniques appellent une réponse publique structurée et durable. C'est précisément l'ambition de la future stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, articulée avec le prochain programme national nutrition santé qui fixera un cap à horizon 2030. Je porte une attention particulière à plusieurs leviers concrets. La promotion du Nutri-Score, la réduction effective de l'exposition des enfants aux publicités pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés, l'amélioration de la qualité nutritionnelle des produits, notamment via les accords collectifs. Concernant les produits ultra transformés, nous allons poursuivre les travaux scientifiques de recherche sur la caractérisation de ces produits qui recouvrent des réalités très hétérogènes. Par ailleurs, pour renforcer les travaux sur la prévention en santé, le Premier ministre vient de confier une mission au député Cyril Isaac-Sibille sur les enjeux de prévention primaire. Enfin, sur le calendrier, le gouvernement a fait le choix d'un décalage afin d'intégrer pleinement les annonces récentes du Premier ministre sur la commande publique, notamment la priorité donnée à la consommation européenne. Nous devons, vous l'avez dit, être au rendez-vous de la santé publique, de la justice sociale, mais aussi de la souveraineté française et européenne. Je vous donne ainsi rendez-vous dans quelques jours pour collectivement partager nos ambitions. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Julie Lernouz pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, aucun moratoire n'est prévu, encore moins un moratoire qui s'appliquerait aux énergies renouvelables. Ces mots, ce sont les vôtres. Vous les avez prononcés ici même le 9 décembre dernier. Ils sont clairs, ils vous engagent.
Comment comprendre alors que vous vous apprêtez à publier une PPE actant un moratoire sur les renouvelables, notamment sur le solaire? Nous sommes aujourd'hui à 30 gigawatts installés. 10 gigawatts supplémentaires sont déjà en file d'attente. Nous atteignons donc mécaniquement 40 gigawatts. Et pourtant, les scénarios sur lesquels vous travaillez plafonneraient la puissance solaire totale à 35 ou 42 gigawatts en 2030. Monsieur le Premier ministre, il faut appeler les choses par leur nom. Ces scénarios organisent un arrêt du développement des énergies renouvelables. C'est une division par 2, voire par 4 des rythmes actuels. C'est de fait un moratoire. Un moratoire, ce sont des projets bloqués, des investisseurs qui se retirent, des carnets de commandes qui s'effondrent, des entreprises qui ferment. Alors que les filières sont déjà fragilisées, un tel scénario menacerait près de 150 000 emplois directs et indirects, non délocalisables, ancrés dans nos territoires. Une filière industrielle détruite ne se met pas en pause, elle disparaît. Ce serait aussi un choix géopolitique et climatique irresponsable. Alors que nous sommes déjà en retard sur nos objectifs climatiques et de développement des renouvelables, ralentir volontairement leur déploiement, c'est prolonger notre dépendance aux énergies fossiles, importées et renoncer à nos engagements sur le climat. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc simple et appelle une réponse claire. Maintenez-vous votre parole devant la représentation nationale ou assumez-vous désormais un moratoire de fait sur les énergies renouvelables avec ses conséquences climatiques, industrielles et sociales? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Lernoz. Je dois avouer que je suis extrêmement surpris à la fois du fond et de la forme de votre question. J'entends que ce genre de questions puisse d'ailleurs inquiéter les filières qui échangent régulièrement avec vous et avec nous et qui s'inquiètent de ce genre de message que vous véhiculez. Je le regrette franchement, parce que vous le savez, je vous ai reçu, j'ai reçu des représentants de tous les groupes à l'Assemblée et au Sénat, et ce n'est pas notre objectif que d'interrompre le développement de filières industrielles qui contribuent à la décarbonation de la France. Il y a des sujets sur lesquels on est en profond désaccord, vous le savez, le nucléaire, vous êtes contre, nous sommes pour. Mais il y a des sujets sur lesquels on devrait pouvoir se rejoindre, et celui-là en fait partie. Vous le savez, il y a des grands projets industriels qui doivent être lancés de manière à décarboner et à augmenter la souveraineté énergétique de la France dans les années qui viennent. Le nucléaire, l'éolien offshore sont d'énormes projets industriels. Et il y en a d'autres qui sont plus petits, plus locaux, qui nous permettent effectivement d'accélérer ou de ralentir l'installation de capacités en fonction de la demande. Et vous savez qu'aujourd'hui, la demande d'électricité n'est pas encore au rendez-vous, mais évidemment qu'on va continuer à développer l'ensemble des moteurs de la décarbonation française, l'ensemble des moteurs de la souveraineté énergétique française, en s'assurant que les filières industrielles, et ça je pense que là-dessus on peut se retrouver, puissent se développer en harmonie. Le Premier ministre souhaite, il m'a demandé de le faire, qu'on reçoive ensemble les filières industrielles pour les rassurer dans les jours qui viennent. Et dans la foulée, j'espère qu'on pourra rassurer tout le monde sur le fait qu'on va assurer à la fois la souveraineté énergétique, industrielle de la France et qu'on va continuer à la décarboner en essayant d'être aussi apaisé que possible. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, justement, c'est dans votre bureau que vous nous avez confirmé être sur des scénarios de moratoire sur le solaire. Est-ce que vous vous engagez à avoir un objectif qui n'est pas en deçà de 55 gigawatts sur le solaire? Sinon, ça s'appelle un moratoire. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Rapidement, mais pas de polémique. Vous aurez les chiffres. J'étais à la conversation que j'ai eue avec vous. Je n'ai jamais prononcé ce terme de moratoire. Jamais. Donc, soyez encore patiente quelques jours, laissez-nous échanger avec les filières, les rassurer, et j'espère que vous aussi, vous le serez quand on sortira les chiffres. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Hervé de Lépinau pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le ministre de l'Économie a autorisé le lendemain de Noël la cession de LMB Aerospace au groupe américain Loar Holdings. Or, LMB Aerospace est une PME stratégique. Ses productions alimentent des programmes de défense, du Rafale au sous-marin nucléaire lanceur d'engins, en passant par le porte-avions Charles de Gaulle et le Charles Leclerc. Plus grave, cette décision aurait été prise contre l'avis de la Direction générale de l'armement et sans retenir sa demande d'une prise de participation significative par BPI France dans le capital de l'entreprise cédée. Par ailleurs, le fonds Tikeo, détenteur du capital de LMB Aerospace, a été perquisitionné par le parquet national financier après avoir bénéficié de 150 millions d'euros d'argent public pour œuvrer à la consolidation de notre BITD à la sortie du Covid.
La cession litigieuse va lui permettre d'empocher une plus-value de 185 millions d'euros. L'argent public a financé le risque, le privé a capté la rente. Le groupe Rassemblement national n'a eu de cesse de vous alerter sur la nécessité de renforcer le contrôle des investissements étrangers en France afin de préserver notre souveraineté industrielle en matière de défense et plus largement de protéger les intérêts vitaux de la France. Monsieur le Premier ministre, ex-ministre des Armées, cette cession de LMB Aerospace est le révélateur d'une trajectoire délétère, quand l'État finance sa propre perte de contrôle et son abandon de souveraineté. Aussi, êtes-vous prêt à prendre l'engagement devant la représentation nationale d'empêcher cette transaction qui s'apparente à une forfaiture, pour ne pas dire un scandale d'État? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député de l'Épinay. Vous cochez toutes les cases de la conspiration extrémo-populiste que vos collègues, depuis des jours, nous infligent à longueur de journée. Vous racontez absolument n'importe quoi. Et je vous connais suffisamment pour me dire que vous avez dû travailler un peu le dossier et que vous le savez vous-même que vous racontez n'importe quoi. LMB, c'est une entreprise qui a été succédemment belge, américaine, française, et je l'ai dit, qui est en passe d'être rachetée par une entreprise américaine. 80% de son chiffre d'affaires est en dehors de France. Et pour les 20%, vous le savez, non seulement nous avons imposé une action de préférence qui est bien plus importante en termes d'impact qu'une part minoritaire de BPI, nous avons aussi imposé le maintien de la production industrielle en France, nous avons également imposé le respect, évidemment, des carnets de commandes auprès de la BITD. Plutôt que de jouer sur les peurs des Françaises et des Français, vous devriez reconnaître que sur ce sujet-là, ce gouvernement et cette majorité depuis 7 ans a fait plus que toutes les précédentes. Nous avons élargi les secteurs qui sont filtrés chirurgicalement tous les ans. Nous avons augmenté le nombre de dossiers. Nous avons, vous le savez, rendu la France plus attractive qu'aucun pays du monde, mais nous avons aussi permis aux entreprises de conquérir le monde. Vous savez quel est le bilan aujourd'hui des investissements étrangers en France? La France est beaucoup plus présente à l'étranger que les entreprises étrangères en France. La France aujourd'hui, elle s'exporte. La France, elle produit. La France, elle construit des pépites du genre de LMB qui ont la chance de faire rayonner la France. Soyez-en fiers et arrêtez de nous ramener toujours à une France rabougrie, qui est celle dont vous rêvez et qui n'est pas celle que je souhaite porter. Je vous remercie, monsieur le ministre. Incapable. Monsieur le député, non? Oui, monsieur le ministre de l'économie, 3 points. Premièrement, vous savez très bien que les Américains vont fixer le prix. Donc, pour le budget des armées, nous allons impacter notre loi de programmation. Deuxième point, les pièces détachées, les Américains décideront de les vendre ou non. Donc, nous risquons de clouer nos avions au sol. Troisièmement, il y a 150 millions d'argent public, 198 millions de plus-value. Il me semble que Tikeo pourrait rembourser. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez quelques secondes. Si. Non, mais quelques secondes juste suffisantes pour vous dire que depuis 5 ans, il n'y a pas eu une commande des industries de défense vers cette entreprise. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Je vous remercie, monsieur le ministre. Avant de lui passer la parole, je suis heureuse de souhaiter la bienvenue à monsieur Antoine Valentin, qui est devenu député de la 3e circonscription de Haute-Savoie hier. Monsieur Valentin, vous avez la parole pour le groupe UDR. Madame la Présidente, mes chers collègues, merci de votre accueil et merci au Président Ciotti de sa confiance et de son soutien. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, chaque jour, notre pays comptabilise 12 tentatives d'homicide, quand il n'en comptabilisait que 2 fois moins en 2017 avant le début de la Macronie. Nous comptabilisons chaque jour 362 agressions sexuelles, quand elles étaient déjà 156 de trop en 2017. Dans mon département de la Haute-Savoie, plus 7% de délinquance, plus 13% d'augmentation de la violence cette année, en une seule année. Alors je sais que vous êtes les représentants du en même temps un bilan économique catastrophique, en même temps des chiffres de l'immigration incontrôlée et en même temps aujourd'hui des chiffres de la délinquance déplorables. Alors ma question est simple, monsieur le ministre de l'Intérieur. Quand allez-vous rétablir l'ordre dans nos rues,
l'autorité de l'État est donnée enfin à nos policiers et à nos gendarmes les moyens d'assurer la sécurité des Français. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Valentin. Non, nous ne sommes pas dans la France orange mécanique et notre pays n'est pas devenu un coupe-gorge à ciel ouvert. Avec près de 100 millions de touristes par an, il faut prendre garde à la manière dont certains ici présentent notre pays. C'est un enjeu économique et d'image vitale. Ainsi, les résultats sont là. Les atteintes aux biens baissent nettement. Moins 9% de vol de véhicules. Des reculs des cambriolages. Des baisses dans le vol des transports. Moins 7% de vol des armes. Et ces chiffres, ils ne tombent pas du ciel. Ils sont le fruit d'une présence accrue des forces de l'ordre, de contrôles renforcés et d'une réponse pénale plus ferme. Face au trafic de drogue, la pression s'intensifie. Plus de 56 000 trafiquants mis en cause, des saisies massives et une action continue contre les réseaux. Comme l'ont demandé le président de la République et le Premier ministre, nous frappons les organisations criminelles là où ça fait mal. Enfin, les règlements de compte liés aux stupéfiants montrent à quel point la lutte contre le narcotrafic est une bataille que nous devons collectivement mener, hors des invectives et des jeux politiciens. Au nom du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, je tiens à apporter, comme nous le faisons chaque jour, tout notre soutien à nos forces de sécurité intérieure, qui font un travail formidable pour garantir la sécurité des Françaises et des Françaises et lutter contre tous les trafiquants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, nous la connaissons, cette ritournelle. Tout va bien, Madame la Marquise. Mais les Français, eux, voient au quotidien la réalité. Et ce week-end, ils ont sanctionné votre candidat, qui était aussi celui de Monsieur Barnier, qui était aussi celui de Monsieur Hollande, qui était aussi celui de Madame Rousseau et de Monsieur Mélenchon. Les Français ne se trompent pas. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Louis Boyard pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre du Numérique, est-il vrai qu'à partir du 1er septembre, toute la population française, quel que soit son âge, devra faire contrôler sa pièce d'identité sur son téléphone afin de se connecter ou de créer un compte sur les réseaux sociaux? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Louis Boyard, la réponse est non. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je suis un peu gêné de votre réponse parce que quand on va sur le site de campagne du candidat Gabriel Attal, il est indiqué que l'application de la loi se fera par un contrôle d'identité sur toute la population, quel que soit l'âge. Et il se trouve que c'est aussi votre parti politique. Alors qu'est-ce que je dois croire, vous ou Gabriel Attal? Je comprends aussi que vous soyez gêné dans votre réponse parce que on a appris par voie de presse que vous développiez depuis des mois une application qui permettra le contrôle d'identité numérique de la population, quel que soit l'âge. Alors qui est-ce que je dois croire, la presse ou vous? Je comprends aussi que votre réponse soit un peu gênée parce que la semaine dernière, l'opérateur France Travail, qui est sous votre responsabilité, a été condamné à une lourde amende pour avoir laissé fuiter les données de 36 millions de nos concitoyens. Après une semaine de débat national, vous vous êtes refusé à assumer clairement ce que vous vouliez faire de cette loi. Et quelle que soit notre opinion sur cette loi, ce n'est pas acceptable. C'est une question de déontologie, c'est une question d'honnêteté qu'exige la fonction gouvernementale. On ne fabrique pas la loi dans le dos des Français. En réalité, vous n'avez jamais eu la volonté de protéger la santé mentale des jeunes. Sinon, vous n'auriez pas supprimé les postes qui permettent justement d'accompagner la santé mentale des jeunes. Sinon, vous n'auriez pas supprimé 4000 postes d'enseignants comme vous venez de le faire dans ce dernier budget. Je suis très gêné de cette posture parce que, à la fin, c'est pas vous qui aurez le dernier mot. C'est la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui jugera du mode de vérification. Vous acceptez de déléguer la gestion de nos données à l'Union européenne grâce au vote du Rassemblement national qui prouve encore une fois que ce sont des petits souverainistes en carton. Alors, non,
Un gouvernement qui n'est pas capable de protéger la santé mentale des jeunes, un gouvernement qui n'est pas capable de protéger les données des Français et un gouvernement qui n'est pas capable d'assumer la réalité de sa loi, je pense que ce gouvernement devrait être censuré au plus vite. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député Louis Boyard, j'avais cru comprendre que vous vous érigiez depuis que vous êtes élu comme le défenseur de la jeunesse. Vous en êtes aujourd'hui un fragilisateur. Après les conspirationnistes d'extrême droite, j'ai maintenant les conspirationnistes d'extrême gauche qui s'allient et qui ont été les seuls à voter contre la loi qui a été votée sur tous les bancs de l'Assemblée pour protéger nos enfants. Vous ne souhaitez pas protéger nos enfants et vous souhaitez, c'est quand même paradoxal, nourrir les plateformes numériques qui se font littéralement du beurre sur le cerveau de nos enfants. Le service dont vous parlez, c'est un service souverain. Il se fait dans une logique européenne. Ça s'appelle France Identité Numérique. Ce sera développé en France et ça permettra effectivement de manière souveraine et en aucun cas en donnant aucune information aux plateformes numériques que vous chérissez tant, avant que des jeunes mineurs s'inscrivent sur une plateforme numérique que l'essentiel de cette Assemblée a interdite et que vous voulez continuer à autoriser. Monsieur Louis Boyard, protégeons nos enfants d'entreprises aujourd'hui qui, je le répète, se font du beurre sur leur cerveau. Vous devriez être avec nous là-dessus, mais évidemment, comme vous êtes contre tout et contre nous, et au fond contre les enfants, vous votez contre tout. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Bruno Fuchs pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, je tiens d'abord à vous remercier pour le soutien public et solennel que vous avez porté à la situation critique de notre compatriote Christophe Glaise. Et je tenais à vous en remercier. Comme vous l'avez dit, à 37 ans, il vient de passer un nouvel anniversaire, loin des siens, dans une situation qui touche profondément sa famille, ses proches et à présent l'ensemble de la communauté nationale. Je souhaite aussi en profiter pour saluer l'acquittement en Malaisie de notre compatriote Tom Félix, après plus de 2 années de détention injuste et très éprouvante, et souligner dans ces 2 situations l'engagement constant de notre diplomatie pour la protection de nos ressortissants. S'agissant de Christophe Glaise, je veux rappeler, comme vous l'avez fait, Madame la Présidente, à ses parents, que nous avons reçus il y a 15 jours à la Commission des Affaires étrangères, notre soutien inconditionnel et notre engagement sans faille dans leur combat. À leur côté, toujours plus nombreux, des journalistes comme Reporters sans frontières, des sportifs, des associations, des collectivités locales et de simples citoyens. Ils rappellent l'attachement à la libération de Christophe Glaise et à la liberté de la presse non négociable dans notre pays. Premier signal positif, son transfert vers une prison près d'Alger qui va faciliter les visites de sa famille. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, je sais à quel point vous êtes mobilisé. Pouvez-vous nous dire quelle démarche diplomatique la France a-t-elle engagée pour obtenir sa libération et quel espoir existe aujourd'hui concernant une mesure de grâce présidentielle? En parallèle, la relation entre les 2 pays reste bloquée depuis des mois, sur tous les plans. Économique, nos exportations ont chuté de 25% en un an. Nos 6 000 entreprises exportatrices et nos 450 entrepreneurs en Algérie s'inquiètent, ils souffrent et ils perdent des parts de marché. Des centaines de milliers de familles sont bloquées de part et d'autre de la Méditerranée sans visa et les reconduites à la frontière ne sont plus exécutées. Monsieur le ministre, quelles sont les perspectives de rétablissement d'une relation retrouvée et constructive avec l'Algérie, et ce, dans l'intérêt de nos 2 pays? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le Président Fuchs, vous avez rappelé, nous avons accueilli ce matin avec un grand soulagement la nouvelle du fait que notre compatriote Tom Félix a été relaxé après 2 ans et demi de détention en Malaisie. Nous avons une pensée pour sa famille que vous avez reçue, que j'ai rencontrée à 2 reprises l'année dernière, qui a été très courageuse dans cette épreuve et qui pourra, nous le souhaitons, retrouver très prochainement son fils. Cette bonne nouvelle s'ajoute
à celle de la libération de 3 de nos compatriotes qui étaient détenus arbitrairement depuis le début de l'année 2026, qui elle-même s'ajoute à la sortie de prison de 10 de nos compatriotes dans le courant de l'année 2025. Ces sorties de prison, ces libérations ne sont évidemment pas le fruit du hasard, mais celui de la mobilisation sans relâche des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris comme dans les postes diplomatiques, et dont je veux une nouvelle fois devant vous saluer le courage et le professionnalisme. Mais ces bonnes nouvelles n'entament en rien notre mobilisation pour obtenir la libération définitive de Christophe Glaise, détenu depuis plus de 2 ans en Algérie pour des raisons totalement injustifiées. La présidente l'a rappelé tout à l'heure, je la remercie pour l'hommage qu'elle lui a rendu. Il a passé son 37e anniversaire en prison, il a pu recevoir la visite de ses parents, dont je veux saluer la dignité dans cette épreuve, saluer aussi la mobilisation de toutes celles et ceux qui, dans le monde du sport, mais aussi dans le monde des médias, plaident la cause de Christophe Glaise pour obtenir sa libération. Comme vous le savez, après une condamnation particulièrement sévère à 7 ans d'emprisonnement, il s'est pourvu en cassation, et nous souhaitons que cet appel, ou en tout cas que ce pourvoi puisse être traité dans les meilleurs délais pour qu'il puisse rentrer au plus vite, sans délai, dans notre pays. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Karim Benbrahim pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Économie, depuis plus de 2 ans, la France attend la stratégie énergétique du gouvernement. Mais annoncée, reportée, retravaillée, retirée, puis à nouveau différée, la programmation pluriannuelle de l'énergie est devenue le symbole d'une politique énergétique sans cap clair. Cette absence de cap a des conséquences concrètes, alors que 10 ans après l'accord de Paris, la France demeure largement en retard sur ses objectifs climatiques. Elle prive les acteurs de la visibilité dont ils ont besoin. Des projets sont abandonnés, des entreprises quittent le pays, et aujourd'hui des suppressions d'emplois sont annoncées, alors même que nous devrions renforcer nos souverainetés et bâtir nos propres filières industrielles. Désormais, c'est un risque de fort ralentissement ou de quasi-moratoire qui inquiète les filières éoliennes et photovoltaïques. Vous avez annoncé ce matin une baisse des objectifs. Mais le nouveau nucléaire n'arrivera pas avant 12 ans. Les énergies renouvelables terrestres ne peuvent donc pas être mises au ralenti comme un gage donné au LR. Le retard pris dans l'électrification doit être rattrapé, il ne doit pas servir de prétexte. L'absence de cap ambitieux pèse aussi sur le pouvoir d'achat des Français. Le Premier ministre avait promis une baisse significative des factures d'électricité. Le ministre Papin évoquait une baisse de 10%. Finalement, l'arrêté a été publié vendredi dernier. Ce sera moins de 75 centimes par mois pour les foyers français. Une miette. Et dans le même temps, le financement des investissements dans la transition écologique est transféré vers les consommateurs via les C2E au détriment de la solidarité nationale. Pourtant, la transition écologique ne pourra réussir sans justice sociale. Monsieur le ministre, vous avez annoncé ce matin sur un plateau télé une baisse des objectifs renouvelables. Pouvez-vous préciser devant la représentation nationale quels objectifs figurant dans la PPE? Ne pensez-vous pas qu'il est plutôt temps de concilier ambition écologique et sociale? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci, madame la présidente. Décidément, c'est ma fête aujourd'hui, si je puis le dire. Non mais, ambition écologique, sociale et industrielle, j'ajouterais. L'objectif, il est de lancer des grands chantiers industriels qui vont assurer la souveraineté énergétique et la décarbonation de la France pour les 20-30 ans qui viennent. Et nous avons travaillé, y compris avec certains d'entre vous, je vous ai reçus parmi d'autres, pour s'assurer que l'ensemble des groupes parlementaires pouvaient être entendus. Je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre souhaite recevoir les filières d'énergie renouvelable, là aussi pour les entendre. Et nous aurons dans les jours qui viennent l'occasion, je l'espère, de publier, en tout cas de vous informer des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui, j'espère, vous rassureront toutes et tous. Oui, nous devons financer le nouveau nucléaire. Oui, nous devons lancer des appels d'offres sur l'éolien marin, qui sont des très gros projets industriels. Et oui, nous devons poursuivre le développement de l'éolien terrestre et du solaire terrestre, en tenant compte de l'électrification qui a ralenti, mais vous l'avez dit, en poussant l'électrification de manière à ce qu'on augmente la demande et ce qu'on puisse à terme aussi augmenter l'offre. On va travailler sur tous les moteurs de l'électrification, la demande
et l'offre. On va travailler sur tous les moteurs de la production, à la fois le nucléaire, l'éolien offshore et le renouvelable terrestre. On va aussi, vous l'avez travaillé dans le cadre d'une proposition de loi, travailler sur les barrages. Je pense qu'on est face à un chantier digne d'une génération et nous devons être à la hauteur de ce chantier ensemble. Moi, je suis intimement persuadé qu'on peut se rassembler autour de ça et j'espère qu'on va le faire. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Madame Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste et social. Monsieur le Premier ministre, voici le témoignage de Samia, soignée au village de santé à Échirolles. Je suis allée voir un chirurgien, il a refusé de m'opérer quand il a vu que j'avais la CMU. J'aurais pu laisser tomber, mais je suis venue en parler au centre. Benjamin m'a accompagnée, je me suis sentie moins seule, ça m'a rendue plus confiante. Je voulais demander à ce chirurgien, oui, j'ai la CMU, et alors, est-ce qu'il faut être riche pour être soigné? Le village de santé et 25 structures de santé participative proposent une prise en charge globale, médico-psychosociale, grâce à un dispositif appelé SECPA, mis en place après le Covid pour répondre à l'ampleur des inégalités de santé. Le travail de ces structures a été reconnu positif par tous les comités qui les ont évaluées. Pourtant, elles risquent au 1er mai de fermer leurs portes ou de drastiquement réduire leur action, car votre gouvernement va massivement réduire leur financement. Nous parlons de la maison de santé Haut de Saint-Aubin à Angers, le centre de santé des 3 cités à Poitiers, le château de santé à Marseille, le pôle de santé interprofessionnel à Saint-Martin-d'Air, le MSP Belleville à Paris, la place de santé à Saint-Denis, la maison de santé Haute-Pierre à Strasbourg ou encore la MSP Mont-Soleil à Outreau. Si ces structures ferment, ce sont des territoires entiers privés d'accès aux soins. Ce sont des milliers de personnes qui seront sans soins, sans écoute et sans accompagnement. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. L'ensemble des financements du dispositif SECPA sur la santé participative sera-t-il préservé? Merci beaucoup, Madame la Présidente Châtelain. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la Présidente Châtelain, merci pour votre question directe. Réponse directe. L'ensemble des 26 structures SECPA, dans les 2 composantes d'ailleurs, telles qu'elles existent depuis les expérimentations post-Covid 2021, seront bien pérennisées et financées comme nous l'avons annoncé. Merci d'ailleurs de le souligner parce que c'est une initiative qui au fond, est particulièrement originale, innovante, à destination des populations les plus défavorisées, sur en plus un aménagement du territoire qui est au fond très intéressante et sur lequel je souhaite, et la ministre de la Santé, je le remercie, a commencé à le faire, souhaite en fait aussi un modèle aussi pour le déploiement de d'autres maisons France Santé, sur lequel il faut qu'on arrive à réfléchir au-delà de la pérennisation des structures existantes, à comment, au fond, on arrive à les multiplier. Ça fonctionne bien parce que ça coûte un peu d'argent, c'est certain, et que c'est la qualité, justement, des moyens qui sont développés qui permet de le faire. Merci pour votre question, puisque on le voit bien de manière perlée, ici ou là, des interrogations émergent sur le PLFSS ou sur le PLF, sur des doutes. Donc ça me permet de vous rassurer, comme ça me permet une fois de plus de rassurer, comme le ministre Lescure l'a fait et votre groupe, sur le fait qu'il n'y aura pas de moratoire sur les énergies renouvelables et que nous aurons l'occasion non seulement de voir la filière en fin de semaine, mais aussi, si vous le souhaitez, de nous tenir à votre disposition. Parce que sur la stratégie de souveraineté énergétique, comme pour l'offre de soins de proximité, nous n'avons rien à cacher. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Premier ministre, et pour l'éloge du travail que vous avez fait de ces centres et maisons de santé. Oui, ils font un travail remarquable. Pourtant, il reste un peu d'ambiguïté sur votre question. Oui, on a dit à ces centres qu'ils seraient pérennisés. Oui, on leur a dit qu'ils seraient financés. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, on estime, dans mon territoire, ils sont financés à peu près à hauteur de 750 000 € ou de 480 000 € pour une autre structure. Là, ils pensent à peu près avoir 100 000, 120 000 €. Le gap est énorme. Donc, ma question, elle est vraiment précise. Est-ce que les 14 millions d'euros, dire 0,005% du budget, donc ça coûte rien en vrai, c'est bien moins que tout ce qui peut être fait en termes de prévention, vont être mis sur la table. La question, c'est pas de financer un peu, c'est pas de dire qu'on va pérenniser, c'est dans les faits qu'au centime près, l'argent soit versé. Et je peux vous dire que nous sommes aussi sceptiques sur les ENR et que nous suivrons le sujet. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Alors, puisqu'il s'agit de parler de Saint-Martin-d'Hérès et d'Échirolles, si je comprends... d'Échirolles, pardonnez-moi, d'Air. Je viens du nord de la Loire, vous savez. Oui, ces 2 structures de votre territoire en Isère seront bien pérennisées. Pour les sommes, la ministre de la Santé se rapproche de vous dans les heures qui viennent pour y répondre. Je ne peux pas montrer plus d'engagement, je crois, et de transparence, Madame la Présidente. Ou alors à créer nous-mêmes le doute pour ces structures comme on veut créer le doute sur les filières du renouvelable. Pas de moratoire sur le renouvelable et les structures SECPA ne sont pas remises en question. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Louis Thierriot pour le groupe Droite républicaine.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées. J'y associe ma collègue Émilie Bonivard et la mémoire d'Olivier Marleix, gardien jaloux de notre souveraineté. Notre autonomie stratégique dépend de notre souveraineté industrielle. C'est pourquoi la vente de LMB Aerospace à une entreprise américaine est un signal qui interroge. Il pose des questions de sécurité nationale et de stratégie industrielle. S'agissant de sécurité nationale, quelques questions simples. La DGA a-t-elle validé la cession? Quelle évaluation a été faite de la criticité des produits? Quelle garantie le Golden Share apporte-t-il en termes de soumission aux normes ITAR et au Cloud Act? Pourquoi une valorisation aussi haute? Ne s'agit-il pas d'une opération de renseignement? S'agissant de stratégie industrielle, notre pays est confronté à un dilemme. D'un côté, nous devons préserver nos pépites, de l'autre, nous devons attirer du capital investissement vital pour notre BITD sous-capitalisé. La cession d'une entreprise fait partie de la vie normale des affaires. Si toute sortie est bloquée, il n'y aura plus d'investissement. La vraie question est: pourquoi n'avons-nous pas trouvé de fonds domestiques suffisamment dotés et suffisamment patients pour racheter LBM? Nous avons déjà des outils BPI, CDC, APE, mais leurs ressources sont limitées et ce ne sont pas les 35 milliards de taxes sur l'épargne votés par le RN et LFI main dans la main qui permettraient leur renforcement. La meilleure réponse à long terme est un marché européen des capitaux, mais aussi la création de fonds de capitalisation retraite. C'est indispensable pour faire face à l'hiver démographique. C'est vital pour nos industries critiques. Merci, alors, quand commençons-nous? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Merci beaucoup, madame la présidente de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre Jean-Louis Thériault, mesdames et messieurs les députés. D'abord, monsieur le ministre, permettez-moi de m'associer à l'hommage que vous avez bien voulu rendre à la mémoire d'Olivier Marleix et de bien sûr saluer Émilie Bonivard que vous avez associée à votre question. Si nous revenons sur cette entreprise LMB, comme l'a dit très justement mon collègue Roland Lescure, cette entreprise est une entreprise créée en 1917 qui en un siècle a connu 4 nationalités. Elle a fui la Belgique en 40, elle est arrivée en France, elle est devenue américaine en 82, elle est redevenue française en 2012 et là effectivement nous sommes devant un projet de cession. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est une entreprise dite duale. En d'autres termes, l'activité de cette entreprise, c'est pour l'aéronautique civile, c'est aussi pour l'aéronautique et pour effectivement la marine dans la défense. Le point également qu'il faut que chacun ait bien à l'esprit, c'est que l'activité de cette entreprise aujourd'hui est à 80% à l'exportation, dont 30% aujourd'hui aux États-Unis. L'activité que produit cette entreprise, elle produit effectivement des ventilateurs qui sont installés par les plateformistes, c'est-à-dire ceux qui font les avions, ceux qui font les bateaux. Et comme cela a été dit tout à l'heure, il n'y a effectivement pas eu de commande récente pour l'activité défense française, mais autre élément que je tiens à mettre en avant, aucun membre de l'entreprise n'est habilité secret défense. C'est dire si quelque part cette entreprise, oui, participe aux activités de la défense, pour autant elle n'est pas au cœur de la stratégie de l'activité défense de notre pays. Maintenant, le point clé sur lequel vous êtes allé et sur lequel je vous suis, c'est effectivement l'investissement et l'investissement dans les entreprises françaises, parce que oui, la défense est un secteur en plein développement, oui, la défense a besoin de trésorerie, pour cela il faut des investisseurs. Et enfin, je réponds précisément à votre question, le dossier a été instruit DGA Bercy avec un accord des 2 partenaires. Je vous remercie madame la ministre. La parole est à présent à madame Gisèle Lelouis pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question, excusez-moi, est pour Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour la professeure d'un collège de Sanary-sur-Mer, poignardée par un élève dont le pronostic vital est engagé. Nous lui apportons tout notre soutien.
Il y a quelques semaines à Marseille, la direction de l'entreprise Orange a pris une décision qui ferait honte à n'importe quel état de droit. Elle a demandé à ses salariés chargés de la sécurité de porter des gilets pare-balles pour travailler et à se tenir impérativement à l'écart des fenêtres avant d'envisager de quitter les lieux. Voilà où nous en sommes en 2026 à Marseille. Des honnêtes gens doivent se barricader pour gagner leur vie. Pourtant, le 16 décembre dernier, le président de la République venait visiter le nouveau commissariat central du 13e et 14e arrondissement, se félicitant de l'action de l'État. Soyons clairs, tout renfort des forces de l'ordre est le bienvenu. Nous saluons l'arrivée de chaque fonctionnaire et nous soutenons nos forces de l'ordre qui sont les premières victimes de ce manque de moyens. Mais, Monsieur le ministre, ne jouons pas avec les mots. Le renforcement est une façade. La réalité de ce commissariat, c'est que les effectifs ajoutés sont principalement des agents tournés vers la formation. Ce sont des postes sédentaires, utiles certes, mais qui ne permettent pas d'assurer une présence policière suffisante dans nos rues. Le résultat est implacable. Dans ce commissariat central, alors que vous affichez des arrivées, le solde réel de policiers capables d'intervenir sur le terrain diminue et ne compense pas la fermeture des commissariats des 13e et 14e arrondissements. Vous dégarnissez la voie publique, ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas uniquement de formateurs, mais de patrouilles dans nos rues pour assurer une véritable présence dissuasive. La sécurité ne recule pas, elle gagne du terrain. Face à cette urgence, avec mon collègue Franck Alizio et notre plan Marseille en ordre, nous réclamons des mesures fortes, à commencer par l'instauration de l'état d'urgence à Marseille pour combattre efficacement la délinquance. Madame la députée. La parole est à présent à Madame Marie-Pierre Védrenne, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Gisèle Lelouis, je voudrais tout d'abord au nom du gouvernement et avoir une immense compassion pour cette enseignante. Madame la députée, moi je remarque juste l'incohérence de vos propos. Par 3 fois, vous avez voulu censurer le PLFS qui permet justement d'avoir des policiers, des gendarmes supplémentaires sur le terrain. Ce que vous nous demandez, pourquoi n'avez pas voulu voter le PLF? Madame la députée, finalement, je vois que la campagne municipale également de Marseille s'invite dans cet hémicycle. La réalité, c'est que le plan Marseille en grand continue de se déployer. Et la ville de Marseille, elle est en première ligne, notamment face à la narcodélinquance. Et le Premier ministre, dans toutes les négociations budgétaires que nous avons fait contrainte, a souhaité, sur les postes régaliens, la défense, la justice, l'intérieur, augmenter le budget. C'est pourquoi nous nous sommes battus, c'est contre ce quoi vous êtes battus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Vous n'avez plus de temps, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Benoît Blanchard pour le groupe Horizon. Merci, Madame la Présidente. Cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le 20 octobre 2025, une tornade d'une violence exceptionnelle a frappé 11 communes du Val d'Oise, notamment Franconville, Hermont, Aubonne, Saint-Prix et Montlignon, soit 5 des 6 villes de la 4e circonscription. Cet événement a provoqué un décès, 9 blessés, ainsi que des destructions massives, habitations éventrées, toitures arrachées, véhicules broyés, infrastructures gravement endommagées. 3 mois plus tard, les cicatrices sont toujours visibles et peu de toitures ont été réparées. Il s'agissait d'un phénomène rare, brutal et imprévisible, classé EF2 à EF3, avec des vents estimés entre 180 à 220 km/h, très au-delà de ce que recouvre une tempête classique. Monsieur le ministre, la France n'avait plus connu de tornade meurtrière depuis 2008. Nous sommes donc face à un événement exceptionnel, tant par son intensité que par ses conséquences humaines. Comme vous m'en aviez informé lors de nos différents échanges, les communes concernées se sont vues notifier un refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au motif que les tornades relèveraient du régime assurantiel des tempêtes. Or, l'article 125-1 du Code des assurances fonde cette reconnaissance sur l'intensité anormale d'un agent naturel et l'impossibilité pour les mesures habituelles d'en prévenir les effets, conditions manifestement réunies. Si la langue française distingue d'une tempête d'une tornade, pourquoi le droit ne le ferait-il pas? Cette décision est aujourd'hui incompréhensible pour les sinistrés, confrontés à des indemnisations
incomplète, voire inexistante. Il est à craindre que le dérèglement climatique favorise et intensifie la violence des tornades. Ma question est simple. Le gouvernement est-il prêt à réexaminer cette décision et à faire évoluer le cadre? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît Blanchard, vous l'avez dit, le 20 octobre 2025, en fin de journée, des vents violents ont traversé le Val d'Oise, provoquant d'importants dégâts. Et une personne est décédée à Hermont dans l'écroulement d'une grue de chantier. Je veux ici avoir une pensée pour les victimes de ces intempéries. Je veux profiter pour adresser ma reconnaissance à l'ensemble des acteurs mobilisés au cours de ces événements. Maires, services de l'État, sapeurs-pompiers, gendarmes et forces de la sécurité civile. Ils ont su réagir face à ce drame. Vous l'avez rappelé, 8 communes ont déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour vent cyclonique. Elles ont été déboutées conformément à l'avis interministériel du 13 janvier dernier. Vous le savez, monsieur le député, la garantie catastrophe naturelle est encadrée par le Code des assurances. La conséquence de la garantie catastrophe naturelle est de couvrir les dommages lorsqu'ils ne sont pas couverts par les assurances. Spécifiquement, les dommages provoqués par les vents sont obligatoirement pris en charge dans les contrats d'assurance avec la garantie tempête, neige, grêle. Cette garantie, elle ne nécessite pas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle préalable de l'État. En conséquence, ces dommages ne peuvent donc pas être couverts par la garantie catastrophe naturelle. Enfin, je veux préciser que le gouvernement se tient systématiquement aux côtés des victimes des événements climatiques que peut connaître notre pays, comme je l'ai notamment montré récemment à Redon lors des intempéries en Bretagne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur le Président Christophe Naegelen pour le groupe Lyot. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la sécurité dans sa globalité est, avec la santé, l'une des priorités des Français. Et chaque jour, des hommes, des femmes se dévouent au service de la sécurité des habitants de nos territoires, parfois au péril de leur vie. Je pense notamment à nos sapeurs-pompiers, aux gendarmes, aux policiers. Nous tentons ici à l'Assemblée, dans la limite des compétences de nos mandats, de les accompagner au mieux dans leur mission. Malheureusement, cela ne se traduit pas forcément dans les actes réglementaires. Monsieur le Premier ministre, vous avez depuis votre arrivée à Matignon exprimé la volonté d'écouter le Parlement. Alors pourquoi, lorsque nous votons avant la CMP, une bonification de 3 trimestres de retraite pour 10 ans d'engagement pour nos sapeurs-pompiers, cela se traduit-il par une seule année? Alors que le gouvernement, à l'époque, s'était engagé à respecter le texte avant la CMP et que c'est uniquement du fait d'un problème d'écriture qu'il avait été décidé de ne pas écrire les 3 ans pour les 10 ans. Les 3 trimestres pour les 10 ans. Nous avons aussi voté la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie à l'horizon 2027, dont d'ailleurs celle de Saint-Maurice-sur-Moselle dans ma circonscription. Où en est-on ? Nous avons voté une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur pour doter de nouveaux équipements nos gendarmes et nos policiers et pour améliorer le bâtimentaire. La grève des policiers de samedi montre bien que ce n'est pas le cas. De plus, avec les attaques envers les forces de l'ordre, notamment dans les cas de refus d'obtempérer qui augmentent, ce sont des budgets supplémentaires nécessaires pour remplacer les véhicules comme ceux des policiers du commissariat ou des gendarmes de la BMO de Remiremont. Monsieur le Premier ministre, nous espérons qu'un nouveau décret va être pris pour nos sapeurs-pompiers. Pouvez-vous le confirmer, s'il vous plaît? En plus du PLF, qui augmente les budgets de la police et de la gendarmerie, prévoyez-vous des textes spécifiques afin d'augmenter leurs moyens et leurs possibilités d'agir? Je vous remercie, Monsieur le Président Naegelen. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président Naegelen, Mesdames et Messieurs les députés, de fait, l'article L. 173-1-5 du Code de la sécurité sociale prévoit, je cite, que les assurés ayant accompli au moins 10 années de service continu ou non en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et dans les limites prévues par le décret en Conseil d'État. C'est un engagement, effectivement, qui avait été donné par le gouvernement, qui est écrit... Ah, ça, c'est le texte de la loi de finances de sécurité sociale, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas être d'accord, c'est celle qui était
publié au journal officiel, voté par le Parlement. Ça, c'est la base légale sur laquelle on prend le décret. Je fais une parenthèse, ayant présidé un SDIS, celui de l'Eure, pendant des années, on parle de sujets qui, quand même, désormais durent depuis 10-15 ans, qui sont des demandes très anciennes et qui permettent de célébrer et de consacrer notre modèle de sécurité civile à la française, parce que ces mesures sont faites pour créer de l'attractivité pour demain, pour nos sapeurs-pompiers volontaires et pour pouvoir les recruter. C'était le sens du législateur, vous, dans ce qui a été décidé en loi de finances pour la sécurité sociale en 2023, si ma mémoire est bonne. Le décret qui a été pris, validé par le Conseil d'État, contrôlé par le Conseil d'État, signé par le ministre de l'Intérieur et moi-même, consacre bien les 3 trimestres, mais avec un système de paliers à partir de 10 ans. La règle des 10 ans est bien respectée. La vraie question qui remonte du terrain, compris dans les Sainte-Barbe euroises que j'ai pu avoir, y compris parce que parfois certains ont joué aussi de quelques contre-vérités sur ce sujet, c'est la différence entre le stock et le flux, pardon de cette inélégance. C'est au fond les sapeurs-pompiers volontaires qui sont déjà à la retraite se sont attendus à voir s'appliquer évidemment la bonification en trimestre. Et ça, ce n'était pas écrit dans le texte initial. Et donc, de fait, Président Negelen, si on voulait traiter ce stock-là, il faudrait le réécrire dans une loi de finances de sécurité sociale et remodifier le décret. Pour ce qui est du flux, pardon d'être précis, pour le coup, le décret prévoit bien ce qui avait été annoncé, engagé, et le ministre de l'Intérieur se tient à votre disposition pour le faire. Le vrai sujet, évidemment, c'est ce qui a pu être dit ici ou là sur le terrain pour les personnes qui sont déjà retraitées. Enfin, en tout cas, moi, je suis à votre disposition pour y revenir parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour les engagements pris dans le cadre de la LOPMI et notamment des créations de brigades de gendarmerie pour les militaires de la gendarmerie. De fait, sur les 239 brigades telles qu'elles ont été annoncées en son temps par le président de la République et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, sur les 239, en 2024, 80 ont été décidés, financés, travaux en cours. 2025, pour les raisons que l'on connaît, ralentissement 10 brigades. Et en 2026, c'est bien 48 brigades qui seront de nouveau financées. Vous m'interrogez pour les Vosges sur la commune d'Edeuil, je crois, elle est déjà prévue dans la QV 2025. Et pour Saint-Maurice-sur-Moselle, elle est bien prévue pour cette année, Monsieur le Président Negelen. Et donc ça voudra dire qu'il faudra pourvoir au crédit de paiement pour l'année 2027 pour que l'ensemble des engagements de ces brigades soient bel et bien créés. Voici les éléments que je voulais vous donner. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Madame Caroline Parmentier pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous alerte en urgence aujourd'hui sur la situation particulièrement inquiétante de l'entreprise Black Star, implantée sur le site de l'ancienne usine Bridgestone à Béthune, dans ma circonscription du Pas-de-Calais. Je parle ici au nom de ces 130 salariés et de leurs familles et de tous les Béthunois. L'entreprise de pneus reconditionnés Black Star vient de demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal. Il reste moins de 4 mois pour trouver un repreneur. Black Star doit être soutenue. C'est une entreprise locale, créatrice d'emplois et fondée sur une technologie française de pointe, respectueuse de l'environnement et de notre souveraineté. Qu'allez-vous faire pour accompagner Black Star dans la recherche d'un repreneur? Il faut un plan d'action concret. Qu'allez-vous faire pour adapter le cadre économique de la filière de collecte? Qu'allez-vous faire pour renforcer la commande publique en faveur des pneus reconditionnés? Quelles mesures de défense allez-vous prendre face à la concurrence asiatique déloyale? La France, qui a longtemps été l'un des pays les plus prospères du continent, est désormais passée sous la moyenne européenne en termes de PIB par habitant. Un décrochage impressionnant qui s'est encore accéléré au cours des 3 dernières années. La France est désormais plus pauvre que Chypre ou la Belgique. Je vous demande de sécuriser au plus vite un projet de reprise crédible pour Black Star, pour l'avenir de ces 130 salariés et de leurs familles, et éviter que notre territoire du Béthunois ne devienne une nouvelle fois victime du renoncement industriel et de la perte de souveraineté économique que nous dénonçons. Trop d'entreprises et de commerces ferment à Béthune. Il faut inverser ce processus mortifère pour notre ville et pour le pays. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Parmentier. D'abord vous dire que le Béthunois est un territoire industriel historique qui a beaucoup souffert, vous l'avez évoqué rapidement, de la fermeture de l'usine Bridgestone, c'était il y a quelques années,
Et je voudrais saluer l'action de la députée Pannier-Runacher, qui à l'époque était ministre de l'Industrie, qui avait relancé le territoire, notamment d'ailleurs en accompagnant l'entreprise Blackstar que vous avez mentionnée, mais en développant aussi dans le cadre d'un dispositif rebond industriel l'ensemble du territoire industriel. Vous l'avez dit, l'entreprise Blackstar, qui est installée sur le site historique de Bridgestone, qui fait ce qu'on appelle du rechappage de pneus, fait face à deux défis. Un, la concurrence déloyale, et deux, le fait que la filière dite REP, la filière de recyclage des pneus, n'est pas suffisamment développée. Sur le premier point, nous avons agi en demandant à la Commission européenne, elle l'a fait, de déclencher une enquête anti-dumping. Nous espérons en avoir les conclusions très rapidement. Et sur la filière PREP+, mes collègues Lefebvre et Martin, Mathieu Lefebvre qui travaille à l'écologie et Sébastien Martin qui travaille à mes côtés, ont lancé un travail, ils sont tous les deux excellents d'ailleurs, pour redynamiser la filière PREP+, et au fond s'assurer qu'effectivement les filières de l'économie circulaire industrielle, qui sont souvent plus riches en emplois et plus proches de nos territoires, puissent être favorisées en France et ailleurs en Europe. Vous le voyez, nous agissons et nous avons bon espoir, évidemment, que l'entreprise que vous mentionnez, qui est, vous l'avez dit, en procédure de sauvegarde, puisse être sauvée très rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Monsieur le Ministre, je suivrai cela de très près, évidemment. Ce n'est pas assez précis, ce n'est pas assez concret, ce n'est pas assez rapide. Je vous demande vraiment d'agir de tout cœur. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent Madame Aurélie Trouvé pour la France Insoumise. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Biogarant fournit chaque jour, vous le savez, 30% des médicaments génériques indispensables pour vivre. Des antibiotiques, des traitements contre le cancer, contre le diabète. Et pourtant, Monsieur le Ministre, vous venez d'autoriser la vente de Biogarant à un fonds d'investissement britannique. ABC Partners, qui est un champion du LBO, un montage financier terrible, grâce auquel il a réalisé d'énormes plus-values en coulant des entreprises avec des milliers de licenciements. Son but, ce sera donc d'extraire un maximum de cash de Biogarant et au plus vite. Mais en France, Monsieur le Ministre, notre santé n'est pas à vendre. Les médicaments ne sont pas censés générer d'énormes marges à des investisseurs. D'ailleurs, les prix des médicaments sont régulés. Donc BC Partners n'aura pas 50 façons de s'y prendre. Soit il va plomber les investissements pour se rémunérer au maximum, soit il va compter sur l'augmentation des prix des médicaments en France, soit il va les vendre ailleurs. En tout cas, plus dans notre pays où il y a déjà des pénuries de médicaments. Monsieur le Ministre, en autorisant la vente de Biogarant à un fonds spéculatif étranger, le futur que vous promettez aux Français, c'est la peste ou le choléra. Donc je vous pose ces questions. Comment ce fonds compte-t-il gagner de l'argent sur le dos de Biogarant? Quel est le montage financier? Y a-t-il un LBO? Que valent vos conditions? Pour combien de temps? Quelles sont les sanctions prévues? Et qu'en est-il des stocks stratégiques de médicaments, vu que ce type de fonds fait du flux tendu en permanence avec zéro stock? Monsieur le Ministre, vous n'auriez jamais dû autoriser cette vente. Vous avez fait un choix dangereux pour les Français, celui de livrer un pilier de la santé publique à la prédation de la finance. Monsieur le Ministre, en assumez-vous les conséquences? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Trouvé. Vous aimez jouer avec les peurs des Françaises et des Français. Vous avez joué avec les peurs des Françaises et des Français quand une grande entreprise pharmaceutique française a souhaité vendre ses usines de paracétamol, vous vous souvenez? Orpella, qui a annoncé il y a quelques mois qu'ils investissaient dans les usines et qu'ils allaient augmenter la production de paracétamol en France. Et à l'époque, je ne vous ai pas entendu dire que vous aviez eu tort de vous opposer à cette vente et que vous vous félicitiez de la hausse de la production. Je ne vous ai pas entendu me féliciter il y a 3 ans quand j'ai dit au laboratoire Servier non. L'Inde, c'est non. On ne vendra pas des génériques à des producteurs indiens qui délocaliseront la production au bout du monde. Et aujourd'hui, évidemment, je vous entends me critiquer pour une vente qui assure, la pérennité des sites industriels en France et des commandes qui nourrissent aujourd'hui des sites industriels français, le maintien de l'emploi en France, le maintien des commandes et évidemment de l'approvisionnement de génériques des Françaises et des Français. À la place de ça, vous souhaitez faire peur à nos concitoyens. Et je ne vous ai pas entendu citer non plus que la Banque publique d'investissement prendrait 15% du capital. Bref, comme toujours, vous faites une présentation parcellaire et effrayante de la réalité d'un capitalisme
j'en ai bien compris, auquel vous êtes viscéralement opposé. Pour vous, l'économie française, elle est nationale, elle est nationalisée. On nationalise la santé, l'acier, les entreprises de toutes les industries. Allez-y, faites-le, faites-vous élire sur ce programme. Mais en attendant, laissez-nous gérer la vraie vie, le monde tel qu'il est, Madame Trouvé, en s'assurant que, on produise de l'emploi en France, on produise de la richesse et qu'on puisse continuer à soigner nos concitoyens. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, puisque vous paraissez si sûr de vous, eh bien sortez le contrat, publiez les conditions et le montage financier pour Biogarant. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Bertrand Sort pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Ce vendredi s'ouvrira en Italie la 25e édition des Jeux Olympiques d'hiver de Milano-Cortina. Je veux adresser à nos athlètes français tous mes vœux de réussite, qu'ils décrochent de nombreuses médailles à la hauteur de leur talent, de leur engagement et de leur exigence, et qu'ils fassent une nouvelle fois faire rayonner l'excellence sportive française dans toutes les disciplines. Cette Olympiade marque aussi le début du compte à rebours pour la France. Dans 4 ans, ce sont les Alpes françaises qui accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Un honneur immense, une fierté collective. Pour permettre au comité d'organisation présidé par Edgar Gros-Piron et à la Solidéo, en charge des équipements, d'agir vite et efficacement, nous avons adopté en commission mixte paritaire mardi dernier un texte qui sera soumis au vote de notre Assemblée cet après-midi. Ce texte tient compte à la fois des forces et des fragilités de la montagne, des réalités économiques, des impératifs de sécurité et des exigences de liberté. Pour autant, Madame la Ministre, comme ce fut le cas en amont de la réussite exemplaire des Jeux de Paris 2024, des interrogations parfois légitimes subsistent. Aussi, afin de répondre aux indécis, pouvez-vous préciser les éléments de calendrier, rappeler les équilibres financiers prévisibles, rassurer sur la parfaite prise en compte des enjeux environnementaux et de préservation des espaces, évoquer les mesures de sécurité et, plus largement, dire comment l'État s'engage dans la bonne organisation de ces Jeux. Réussir les Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, comme nous avons réussi Paris 2024, c'est faire rayonner 2 grandes régions françaises et au-delà une France qui gagne. C'est aussi offrir à notre pays des moments uniques de partage, d'unité et de liesse populaire. Parce que le sport, au-delà de la performance, porte des valeurs universelles de respect et de fraternité qui unissent tout un pays. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Marina Ferrari, ministre en charge des Sports, de la Jeunesse. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bertrand Sort. Tout d'abord, Monsieur le député, permettez-moi de vous remercier pour votre engagement important pour le texte olympique que nous allons voter dans quelques instants. Permettez-moi également de vous remercier pour la pensée que vous avez eue à l'endroit de nos athlètes. Vous savez que nous allons emmener la plus grande délégation de l'histoire des Jeux, 162 athlètes dans 2 jours qui ouvriront les Jeux olympiques et paralympiques de Milano-Cortina avec une ambition en termes de médailles. Donc je pense que nous serons tous unis derrière eux. Ensuite, vous m'interrogez, Monsieur le député, sur les Alpes 2030, notamment en matière d'équilibre financier. Je vous le redis, ces Jeux sont les plus ambitieux que nous avons en matière financière, que nous ambitionnons de porter en matière financière, puisque vous le savez, le budget du COJOP a été adopté à 2,132 milliards d'euros, dont 75%, je le rappelle, proviennent de financements privés. Également le budget de la Solidéo qui a été adopté à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une optique de sobriété financière. Deuxièmement, sur les enjeux environnementaux, là encore, l'ambition est de livrer les Jeux les plus sobres de l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. D'abord parce que nous réutilisons des équipements qui sont aujourd'hui existants, que nous allons rénover. Deuxièmement également, et je tiens à le rappeler ici devant la représentation nationale, dans le texte olympique, il n'y aura aucune dérogation au code de l'environnement, je tiens à le rappeler, sauf sur des mesures de publicité pour la période vraiment des Jeux olympiques. C'est important de le rappeler parce qu'on a entendu beaucoup de choses et de contre-vérités sur ce sujet. Également en matière du ZAN, vous savez que grâce au travail parlementaire qui a été fait, le ZAN sera bien comptabilisé dans le projet d'aménagement des Jeux olympiques et paralympiques. Enfin, vous dire qu'avec le ministre Mathieu Lefèvre, délégué en charge de la transition écologique, nous avons lancé le comité stratégique qui est la feuille de route de l'État en matière environnementale, auquel le COJOP et la CELIDEO devront bien évidemment se plier. En matière de sécurité, l'État, là encore, prend toute sa place, comme d'ailleurs en matière de calendrier, vous m'interrogez sur le sujet,
puisque d'ici le mois de juin, nous aurons une carte des sites qui vous sera livrée. Bien évidemment, il y a des interrogations. Les jeux sont une grosse machine à mettre en œuvre. L'État est très sur le sujet et nous serons vigilants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Merci d'avoir suivi ces questions au gouvernement. Si ces échanges vous ont aidé à mieux comprendre les enjeux politiques du moment, abonnez-vous à Hémicycle, likez la vidéo et partagez-la. Votre soutien permet de continuer à rendre la vie parlementaire accessible à tous.